Si on veut se représenter le monde à la veille de la Première Guerre mondiale, il suffit de penser à notre monde aujourd'hui. Parce que fondamentalement, on n'est pas très loin, toute proportion gardée, de la même interconnexion. On a un monde qui est, on peut dire, à la veille de la Première Guerre mondiale, déjà largement mondialisé. Alors c'est tellement vrai que l'idée dominante, c'est que la guerre est impossible. La guerre est impossible parce qu'il y a une telle interdépendance entre les économies qu'il n'y a aucune raison de briser ce mécanisme d'horlogerie. En 1900, l'Europe, forte de ses 450 millions d'habitants, le quart de l'humanité, est à son apogée et domine le monde économiquement et militairement. Avec ses colonies, elle s'assure aussi le contrôle de l'Afrique et d'une large partie de l'Asie. Siècle de toutes les inventions, le 19e a permis un essor économique, industriel et commercial sans précédent. À ces innovations s'ajoutent des bouleversements politiques, un bouillonnement des idées en partie porté par la Révolution française et en 1848 par le Printemps des peuples, qui ont gagné toute l'Europe malgré l'opposition des vieux empires. Cette soif de progrès et d'égalité trouve cependant ses limites avec les rivalités entre grandes puissances, entre jeunes nations et vieux pays, entre aspiration à la modernité et attachement à l'ordre ancien. Sans en mesurer toutes les conséquences, les principaux États européens se sont lancés dans une compétition économique et industrielle qui les conduit à produire des armements de plus en plus meurtriers et à mettre sur pied des armées de masse. Lorsque les tensions s'aggravent autour des revendications territoriales dans les Balkans, la prospérité économique mondiale ne suffit pas à arrêter la logique de guerre. Le commerce cède le pas au militarisme ambiant, déclenchant en 1914 un chaos encore jamais vu, le premier conflit mondial. Les grands bouleversements au XIXe siècle, c'est d'abord évidemment la révolution industrielle, qui est un changement absolument extraordinaire. C'est ça qui va permettre l'expansion de l'Europe, c'est ça qui va permettre d'ailleurs le doublement de la démographie européenne à l'heure où en plus 60 millions d'Européens peuvent aller peupler les Amériques et d'autres continents. C'est donc un moment exceptionnel. On va arriver en 1914 au zénith de la puissance de l'Europe, perçu ailleurs d'ailleurs comme un véritable choc de civilisation, parce que le choc des civilisations, il s'est produit au XIXe siècle avec l'irruption brutale de l'Europe, aussi bien en Chine qu'en Inde, que dans l'ensemble de la masse asiatique qui est la plus importante. Les seuls qui échappent à ce que j'appellerais le péril blanc, ce sont les Japonais. Le Japon s'était lancé dans un programme de modernisation massif et rapide. La moitié des fonctionnaires allaient à l'étranger pour y étudier les formes d'administration gouvernementale et civile occidentale, pour y apprendre à construire un nouvel État-nation. On envoyait les fonctionnaires en Occident, dans la plupart des pays européens, ainsi qu'aux États-Unis. Ayant mis fin pour un temps à leur guerre sur le continent européen, les grandes nations, fortes des développements technologiques permanents qui ont favorisé l'ouverture de nouvelles voies et moyens de communication, tentent de s'accaparer les rares espaces encore libres sur le globe. Contrôlant déjà près de 80% des surfaces mondiales, elles se livrent à une concurrence effrénée pour la conquête des derniers marchés et des derniers territoires, en particulier outre-mer. Une compétition dans laquelle la Grande-Bretagne et la France, héritières d'une longue tradition coloniale, se taillent la part du lion.
Grande-Bretagne est la première puissance coloniale, qui est une puissance essentiellement maritime, qui a assuré le passage dans les 3 océans et qui s'est installée partout, le cœur de son empire étant essentiellement l'Empire des Indes. Et avec le passage par le canal de Suez qui fait que l'Angleterre a un intérêt particulier pour l'Afrique et en particulier pour l'Égypte. Alors le second empire colonial important, c'est l'empire colonial français, qui s'est constitué d'ailleurs au demeurant en raison de la rivalité entre les Français et les Anglais, et qui s'est centré à la fois sur l'Afrique de l'Ouest dans la boucle du Niger, en partant naturellement de l'Algérie qui a servi de point d'ancrage, et puis également en Asie du Sud-Est avec l'Indochine constituée à la fin du XIXe siècle. Ce qui bouge le plus à la surface du globe, à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas les capitaux, ce n'est pas les marchandises, c'est les hommes. On a vraiment un phénomène de migration perpétuelle, alors que les chiffres des migrations nous donnent, mais qui sont un peu imparfaits. On nous dit il y a 12 millions de migrants aux États-Unis en 1900. C'est à un moment donné, mais il faut bien se rendre compte que ce stock de migrants, il recouvre en fait une circulation perpétuelle. Des gens qui partent, qui reviennent. Donc il y a vraiment une circulation d'hommes. Il y a une circulation de biens, c'est vrai. Ça, on est vers 1900, au point extrême du libre-échange. Et de fil en aiguille, tous les pays se mettent dans ce cycle de libre-échange. Et donc, c'est le laisser-passer. Ce n'est pas le laisser-faire, mais c'est le laisser-passer. On a vraiment, à la surface du globe, une circulation de biens qui, d'ailleurs, ne va pas sans difficulté pour la vieille Europe. Les mondes nouveaux, les États-Unis, le blé américain, le blé russe, la viande argentine viennent concurrencer directement les paysans français et britanniques. Dans ce monde en mouvement et en pleine mutation, à côté de la vieille Europe et d'un Japon engagé à marche forcée dans la modernisation et dans l'expansion, les jeunes États-Unis, à peine sortis de la coûteuse guerre de sécession et forts des immenses profits qu'ils tirent de leur marché intérieur, font irruption à leur tour comme acteurs déterminants de cette première mondialisation. Les États-Unis étaient la 3e puissance industrielle au monde et donc l'industrie américaine est en cours de s'agrandir avant la Grande Guerre, mais la plupart des États-Unis étaient encore rurales et encore agricoles. Donc pour les États-Unis, il y avait des grandes villes de l'acier et des charbons qui s'agrandissent. C'est un pays qui de devenir de plus en plus fort. Pour les Américains, la chose la plus importante, c'est de ne pas signer les traités, de se faire indépendant, tout à fait indépendant, de tenir tous ses droits, le droit de faire les commerces, de faire les échanges comme on veut. Les mécanismes financiers et les lois du commerce ne sont pas les seuls à expliquer cette modernité et cette prospérité des États-Unis au point d'y attirer des millions de migrants européens et asiatiques. En effet, le renouveau de la pensée politique en Europe, qui place désormais l'initiative individuelle au cœur de tous les enjeux économiques et sociaux, a trouvé, avec la jeune Amérique, un champ d'action idéal. Nous sommes dans un principe de rupture, de révolution, de sortie de l'ancien régime monarchique et d'affirmation que ce n'est pas le souverain qui fait la nation, mais que la nation se détermine par elle-même et qu'elle est à l'origine du pouvoir légitime. Et c'est ce principe qui est énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en août 1789, qui est le principe fondamental expliquant la formation des nations et donc des États-nations modernes en Europe au XIXe siècle. Le monde qui se met en place, c'est un monde complètement nouveau. Et dans ce monde-là, les structures anciennes, celles des États monarchiques, s'avèrent peu pertinentes, peu efficaces, et on est dans une phase de transformation avec une idée de progrès. Ainsi, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou l'Italie, qui s'appuient sur des institutions plus modernes et mieux adaptées aux aspirations collectives, ne connaissent pas la désagrégation qui ronge les vieux États multinationaux. En effet, les souverains russes,
austro-hongrois et ottomans règnent sur des empires qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, agrégeant une mosaïque de populations, d'origines, de langues, de religions, de cultures, de pratiques totalement diverses. S'ils sont source d'échanges et d'une relative autonomie, ces régimes autocratiques sont de plus en plus remis en cause par les aspirations des minorités locales. Les empires en Europe posent un problème à la veille de la guerre, justement parce que ce sont des empires et pas des nations unifiées. Et vous prenez l'exemple de l'Empire ottoman, l'homme malade de l'Europe, comme on le dit, criblé de dettes. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'emprunter sur tous les marchés du monde. Et comme c'est risqué, c'est des emprunts qui rapportent gros. L'Empire ottoman, on prête à 7-8%, alors qu'en même temps, la Grande-Bretagne et la France peuvent emprunter à 3%. Donc c'est vrai que là, il y a un signe qui montre que ces constructions impériales, donc multinationales, se trouvent en difficulté dans un monde où l'identité économique nationale devient déterminante. La Russie est une Russie en croissance économique, une croissance économique forte. L'industrialisation russe remonte à la fin du 19e, elle commence en gros dans les années 1880, donc elle est tardive mais elle est relativement forte. C'est important, il y a des grands industriels, il y a de la richesse qui apparaît en Russie, il y a l'appel aux fonds étrangers, les emprunts en France notamment vont faciliter la construction notamment des voies de chemin de fer, on entreprend la construction du transsibérien. Tout cela fait que la Russie de 1914 n'est pas une puissance en retard, enfin, pas autant en retard qu'on a pu le dire pendant très longtemps, mais une puissance au contraire, j'allais dire en construction, en montée en puissance. C'est un pays en développement économique assez prononcé depuis quelques années. C'est un pays très endetté et de plus en plus dépendant économiquement de la France, parce qu'avec des investissements français très très importants, mais aussi de l'Allemagne. L'Allemagne qui est très présente dans l'Empire et qui est présente aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture, parce qu'il y a une colonisation allemande de la Russie commencée au 19e siècle, même au 18e siècle. Si on prend la carte de l'Autriche-Hongrie juste avant la Première Guerre mondiale, on se rend compte qu'il s'agit du deuxième pays d'Europe en taille après la Russie. Et en termes de population, elle se trouve à la troisième place. On peut même dire qu'elle est un peu en dehors de son temps. Et ce n'est pas inintéressant. C'est un État plurinational classique, situé au centre de l'Europe, qui compte 10 nationalités officielles et plus de 20 non officielles. L'Empire austro-hongrois, de la même façon que l'Empire tsariste, sont des empires conséquents du point de vue du nombre de gens qu'ils dominent, du point de vue de la surface qu'ils occupent, et en même temps, ils ignorent l'un et l'autre que ce principe des nationalités, inventé par les Français en 1792, porte la mort. L'empire territorial, ça ne se fait plus. Il y a bientôt plus d'empires territoriaux. On va le comprendre d'ailleurs plus tard, lorsqu'on s'apercevra que même les empires coloniaux eux-mêmes sont remis en cause et qu'en définitive, aujourd'hui, on peut dominer, oui, on peut dominer, bien sûr, on peut dominer financièrement, on peut dominer économiquement, mais le territorialisme, c'est terminé. Le premier des vieux empires à subir les conséquences de cette nouvelle dynamique est l'Empire ottoman, aussi désigné sous le terme de Sublime Porte, évoquant ainsi la porte monumentale du Grand Vizirat à Constantinople, siège du gouvernement du sultan. En fait, les vestiges d'un immense empire qui, en un siècle, a perdu plus de 50% de son territoire et n'a même plus la maîtrise de ses finances et de son administration, placée sous tutelle des grandes puissances européennes. L'Empire ottoman était un vaste empire, des Balkans jusqu'à la Perse. Et en fait,
il y avait toujours la Tripolitaine et la Cyrénaïque, des territoires, des vilayets, en fait des provinces sur le continent africain. C'était un empire multiconfessionnel, multiethnique, et c'était aussi un empire qui était appelé l'homme malade de l'Europe depuis le mi-19e siècle, parce que l'empire était en train de perdre des territoires sur les 3 continents, en Europe, en Asie et en Afrique, dans un processus assez vite. Il y avait des nationalismes croissants, surtout au sein des minorités chrétiennes de l'Empire, comme un nationalisme arménien, un nationalisme hellénique, et aussi des nationalismes slaves, comme le nationalisme bulgare et serbe. Ces revendications, qui rejettent de plus en plus directement l'autorité ottomane dans les Balkans, s'inspirent de cette quête d'identité qui, tout au long du XIXe, a vu chaque grande communauté nationale revendiquer une légitimité historique et géographique. Pour authentifier cette identité, les États n'ont pas hésité à réinterpréter et même à fabriquer de toutes pièces histoire, folklore ou traditions prétendument multiséculaires. Pour ces communautés donc nationales, vont être déterminées, définies, diffusées des langues nationales à travers lesquelles les différents membres de la communauté sont supposés échanger, communiquer, en quelque sorte communier, mais aussi des représentations parfois visuelles, folkloriques au sens propre, où on va notamment mettre en valeur des costumes nationaux dont on trouve difficilement des traces dans les siècles antérieurs, ou des types de fêtes nationales qui vont faire l'objet de mises en représentation extrêmement esthétisantes et tout à fait mobilisatrices. Ces images, qui ont permis de fédérer les populations autour de l'idée de nation, participent également à la diabolisation du voisin, de l'autre, de l'ennemi. Elles entretiennent et aggravent les stéréotypes dévalorisants qui seront plus tard au cœur des campagnes haineuses propres aux guerres de masse, aux guerres totales. Les provinces d'Alsace et de Lorraine, surnommées les provinces orphelines par la presse française, en offrent un bel exemple. Le souvenir de leur perte, après la défaite de la France face à l'Allemagne en 1870, s'estompe peu à peu, mais se trouve régulièrement ranimé pour les besoins des discours les plus nationalistes. Le thème de l'inimitié héréditaire, qui avait depuis longtemps pratiquement disparu et n'était plus évoqué que dans quelques cercles fermés, est tout à coup réapparu dans les discours politiques et dans la presse. Et il a été utilisé pour réinterpréter les tensions et les conflits que l'on avait déjà connus dans le passé. Alors c'est vrai qu'au sein de ce monde mondialisé, ou en voie de mondialisation rapide depuis une trentaine d'années, depuis les années 1880 si vous voulez, il y a des tensions. Il y a des tensions, un peu comme aujourd'hui. La mondialisation, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc il y a des tensions, et c'est vrai qu'au sein de ces nations, qui constituent la vie internationale d'ailleurs, l'économie internationale, il y a des nations plus agressives que d'autres, avec une dynamique, on va dire, impérialiste, pour reprendre le mot de l'époque d'ailleurs. Le mot, on le forge vers 1900. C'est Hobson qui l'invente, pour désigner justement ce qu'il aperçoit, c'est-à-dire une façon pour les nations de vouloir toujours plus. Alors, ça peut être le fait colonial, et c'est vrai que ces nations européennes, ce sont des nations impériales, au sens fort du terme. La première d'entre elles, c'est la Grande-Bretagne. Mais la France, naturellement, a également un empire qui a une incidence économique importante. Et puis même l'Allemagne est également parmi celles qui poussent pour se faire une place au soleil.
En Allemagne, comme dans tous les pays, on pense, et cette idée est largement alimentée par les géopoliticiens d'alors, qu'un pays n'a d'avenir que s'il dispose de suffisamment d'espace. Que seule une nation moderne et industrialisée, disposant des territoires appropriés vers lesquels elle peut exporter ses produits et depuis lesquels elle peut importer ses matières premières, a le potentiel d'une grande puissance et peut en conséquence garantir l'avenir de son peuple. La reconnaissance des frontières nationales est un des principes intangibles des États-nations. Mais l'expansion économique à tout prix, qui leur impose de conquérir sans cesse d'autres marchés, constitue une source permanente d'affrontements, une contradiction entre exigence de paix et guerre commerciale que l'Europe va, pour un temps, assumer en Afrique. La conférence de Berlin s'est réunie précisément pour éviter de se faire la guerre. Je dirais même que c'est la préfiguration de l'Europe dans la mesure où c'est la première fois que les grandes puissances se réunissent non pas pour régler une guerre, mais pour empêcher de se faire la guerre à l'avenir. Ils se sont rendus compte que se faire la guerre pour l'Afrique, le jeu n'en valait pas la chandelle d'une certaine façon. Les populations vont être considérées comme appartenant à un niveau de civilisation tout à fait inférieur, très éloigné du stade national. Par conséquent, les États-nations, au nom de leur supériorité civilisationnelle, auront le droit de se partager ces territoires, d'en faire ce qu'ils veulent et d'y apporter les lumières de la civilisation. Les règles du jeu, c'est que désormais, on ne pourra plus dire qu'on a une colonie si on n'a pas fait quelques établissements, si on n'a pas prouvé qu'on avait une idée des frontières, etc., etc. Si bien que toutes les grandes puissances s'empressent de prendre leur place en Afrique de façon à éviter que ce soit la voisine qui le fasse à sa place. La conférence tenue à Berlin en 1885, en instaurant la liberté de commerce sur les fleuves Congo et Niger, a accrédité dans les faits le principe d'un partage du continent africain, et chacune des grandes nations européennes va alors s'y livrer à une véritable course aux conquêtes territoriales. En 1914, seuls le Libéria et l'Éthiopie demeurent encore indépendants. La France s'est constituée un vaste ensemble, composé de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale, de Djibouti, de Madagascar, et finit par occuper totalement le Maghreb en 1911, après avoir imposé son protectorat sur le Maroc. La Grande-Bretagne a renforcé ses colonies en Afrique de l'Ouest, en Afrique orientale puis australe, après sa victoire sur les Boers en Afrique du Sud. La jonction de ces immenses colonies, du Cap au Caire, se heurte aux espaces occupés par les Allemands, les Belges, les Espagnols et les Portugais, tandis que les Italiens, derniers venus dans la course impériale, sont défaits en Éthiopie, mais parviennent à s'implanter sur les côtes d'Érythrée et plus tard en Libye. Un grand nombre de conflits frontaliers n'avaient pas été réglés par la conférence de Berlin, qui visait à fixer les règles de l'expansion coloniale. Concrètement, les frontières ont été définies au cours des 20 années qui ont suivi, et le plus souvent par des négociations bilatérales qui faisaient généralement suite à des conflits armés. La concurrence coloniale, les sources de conflits, c'est évident. Et elle a été source de conflits entre les Français et les Anglais avec l'aboutissement final qui a été Fashoda en 1898. Et entre 1880 et 1898, la rivalité franco-britannique a été très violente. Et quand on parle de Fashoda, on n'imagine pas qu'il y a eu en réalité une montée en tension qui se met en place sur plusieurs années. L'exploration puis l'occupation d'espaces outre-mer, en particulier en Afrique, ne fait pas forcément l'unanimité au sein des gouvernements européens, mais finit par constituer un enjeu politique et économique qu'exploitent lobbyistes et aventuriers civils ou militaires en quête d'action et d'une gloire largement relayée par la presse.
Depuis les années 1880, les expéditions se succèdent, remontant les fleuves à l'assaut des terres inconnues. Le cœur du continent africain est un objectif essentiel, car son occupation permettrait aux Français de réunir leurs colonies d'Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale, et aux Britanniques de relier celles d'Égypte à celles de l'Ouest et du Sud africain. En 1896, soutenu par le lobby colonial et une partie du gouvernement, le capitaine Marchand, accompagné seulement de 12 gradés européens et de 150 tirailleurs, décide de traverser le continent africain d'ouest en est et de relier le Haut-Nil. Il y parvient en 1898, mais la réaction des Britanniques est brutale devant ce qu'ils considèrent comme une véritable atteinte à leur souveraineté sur la région. Ils envoient un puissant corps expéditionnaire à la rencontre de la petite colonne qui s'est retranchée dans l'obscur poste de Fashoda. Devant le risque bien réel d'une guerre, le gouvernement français recule et rappelle Marchand. Cette défaite diplomatique pour la France est pourtant l'occasion de négociations et d'un rapprochement avec les Anglais qui aboutissent en 1904 à la conclusion d'une entente dite cordiale entre les deux États. Menacés par l'expansionnisme allemand et fidèles à leur politique étrangère qui est de s'opposer à l'État dominant sur le continent européen, les Britanniques ont choisi de s'allier sur la question des colonies avec un de leurs plus vieils ennemis, la France. L'entente cordiale avait pour but de renforcer le lien entre la Grande-Bretagne et la France. Ce n'était pas une alliance militaire. Elle devait apaiser les tensions entre les deux pays et leur permettre de faire face ensemble à la menace allemande. Les Français pouvaient ainsi concentrer leurs forces sur la menace continentale plutôt que sur celle qui pesait sur leurs colonies. Mais la rivalité coloniale pour la France va rebondir avec la rivalité coloniale allemande qui va porter sur le Maroc. Et là, on aura les deux crises marocaines de 1905 et 1911. La deuxième crise étant, pour beaucoup de Français, le signe annonciateur de la Grande Guerre avec l'Allemagne. En effet, depuis les années 1900, la France, qui occupe déjà l'Algérie et la Tunisie, veut étendre son emprise sur le royaume marocain pour disposer d'un bloc colonial maghrébin homogène. Mais c'est sans compter sur les ambitions grandissantes du Kaiser allemand Guillaume II, qui, plus que jamais, entend s'ériger en acteur incontournable des relations internationales et nourrit lui-même quelques ambitions sur l'Afrique du Nord. À 2 reprises, il envoie ses vaisseaux au large des côtes marocaines afin de soutenir le sultan. Son calcul est simple. Il veut tester les alliances, convaincu que jamais la Grande-Bretagne n'entrera en guerre contre lui pour soutenir la France. Pourtant, l'entente résiste, tandis qu'en France, la crise marocaine relance des campagnes anti-allemandes extrêmement violentes. Cette surchauffe des ambitions nationales n'est pas réservée à la seule Europe. À l'autre bout du monde, le Japon affirme un expansionnisme redoutable. Si on regarde hors d'Europe, on est frappé par exemple dès les années 1890 de la course à l'armement du Japon par exemple. Toute la destinée du Japon au XXe siècle est déjà préparée, à vrai dire, depuis la guerre russo-japonaise de 1904, qui donne vraiment le branle à l'expansion mondiale du Japon. Si vous regardez la carte de l'Asie du Nord-Est, il y a le Japon, l'immense Chine continentale, la Russie au nord et la Corée. Or, le Japon a toujours considéré la Corée comme une porte d'entrée sur son territoire. Ainsi, celui qui contrôlait la Corée était une menace pour le Japon. La Corée était une sorte d'État tampon pour les 3 puissances de la région, la Chine, la Russie et le Japon. Et de fait, elle a été au cœur de tous les conflits de la fin du XIXe siècle, y compris la guerre russo-japonaise en 1904-1905. Autre empire en déliquescence, la Chine suscite la voracité des grandes nations et surtout des voisins russes et japonais.
En effet, déçue dans ses prétentions sur l'Empire ottoman, la Russie s'intéresse maintenant à la Mandchourie et à la Corée. La ligne de chemin de fer qu'elle pousse depuis la Sibérie inquiète à ce point le Japon qu'en février 1904, il n'hésite pas à attaquer la flotte du tsar Nicolas II, mouillée à Port-Arthur. Sur terre, à Mukden, en Mandchourie, les armées du Mikado remportent la victoire après une dure et longue campagne militaire qui préfigure les opérations de la Grande Guerre 14-18. Sur mer, c'est à Tsushima que la flotte japonaise inflige une sévère défaite à la marine impériale russe. En Europe, cette victoire d'un pays encore inconnu 50 ans plus tôt stupéfait les états-majors et l'opinion publique. Elle a des répercussions encore plus graves à Saint-Pétersbourg, car elle met clairement en lumière l'affaiblissement du pouvoir impérial. Au début de la guerre, tout le monde, y compris les diplomates japonais en poste à Vienne, était persuadé que la Russie allait gagner. Alors pour beaucoup, la victoire du Japon, la victoire de ce petit pays insulaire face à une grande puissance continentale, tenait du miracle. L'un des aspects les plus déterminants de la guerre russo-japonaise, c'est que pour les Japonais, c'était un conflit entre nations civilisées. Cela a eu un grand impact sur la manière dont elle a été menée. Les Japonais ont suivi à la lettre le droit international. Des juristes internationaux étaient présents sur le terrain et affectés à chaque division pour s'assurer que ces règles étaient bien respectées. Les Japonais étaient très attachés à l'idée que cette guerre se faisait entre pays civilisés, alors que les États occidentaux, y compris la Russie, les faisaient passer pour un peuple de jaunes, barbares et non civilisés. Donc les Japonais avaient très à cœur de casser cette image. Alors ils ont envoyé une mission diplomatique aux États-Unis et en Europe de l'Ouest pour mener une campagne d'information, pour faire comprendre à l'opinion publique qu'il ne s'agissait pas d'une guerre entre un État païen et un État chrétien, mais d'une guerre entre deux États civilisés. Tandis que les Japonais émergent sur la scène asiatique après leur victoire contre les Russes, en Europe, les petits conflits armés, les revendications territoriales et la concurrence économique continuent régulièrement à menacer des équilibres laborieusement acquis. Parvenus aux limites d'un monde dont toutes les parcelles ont été pratiquement explorées ou conquises, deux logiques expansionnistes s'affrontent. Celle de la Grande-Bretagne, première puissance coloniale qui domine les mers grâce à sa marine, mais se sent menacée dans son hégémonie, et celle de l'Allemagne, qui souffre de plus en plus de se sentir encerclée, enfermée dans les frontières de l'Europe, alors que son industrie accumule les innovations et que son commerce triomphe sur le globe. La principale rivalité économique en 1900, ce n'est pas la France et l'Allemagne, c'est l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ça, c'est fascinant de voir comment, entre ces deux puissances économiques marquantes, la règle, c'est la compétition. La meilleure preuve de ça, c'est quand les Anglais inventent, vers 1886-87, le Made in Germany, pour authentifier sur les objets ce qui vient du principal concurrent, c'est-à-dire l'Allemagne. Alors l'effet est paradoxal, et là on voit bien les forces de rappel, parce que cette étiquette votée par le Parlement britannique, qui vise à protéger le marché anglais, ce Made in Germany va finir par être un gage de qualité. Et les consommateurs britanniques vont rechercher le Made in Germany. On a une politique anglo-saxonne qui est une politique nettement impériale, qui s'appuie sur les Indes, sur l'extrême-orient britannique, et on a une politique plus économique, disons, allemande, qui s'appuie sur les grands armateurs et les grandes sociétés commerciales d'Allemagne du Nord. Le mouvement commercial allemand
se développe extrêmement vite, par exemple, en Amérique du Sud, on l'ignore souvent, se développe extrêmement vite dans les Indes néerlandaises, au Japon, en Chine. Pour la Grande-Bretagne, le début du XXe siècle a été une période de grands changements sur les plans politiques, social et culturels. Sous bien des aspects, l'Empire était à son apogée, mais il était confronté à de nombreux défis venant de l'étranger. Des défis industriels en provenance de l'Allemagne et des États-Unis qui ont entraîné des changements douloureux en Grande-Bretagne. Et l'Empire devenait un poids. Il fallait financer les forces britanniques déployées à l'étranger. Il fallait financer l'immense marine royale destinée à défendre les axes de communication entre la Grande-Bretagne et ses colonies. Et c'était exacerbé par la menace montante d'une attaque de la flotte de guerre allemande. Pour la première fois depuis longtemps, c'était la Grande-Bretagne elle-même, son territoire national, son propre sol qui était menacé, et non plus son empire. Dans les années qui précèdent 1914, on observe une certaine contradiction dans la façon dont les Allemands se perçoivent eux-mêmes. D'un côté, dans le monde politique ou dans le milieu des affaires, on veut donner à l'étranger l'image d'une Allemagne économiquement forte et qui en même temps est une grande puissance militaire. Mais d'un autre côté, il y a aussi un sentiment très fort, très contradictoire, qui s'est développé au tournant du XIXe et du XXe siècle, à savoir l'impression d'être enclavé, l'impression d'être corseté, comme on le disait à l'époque. En fait, tout simplement, d'être encerclé par les autres nations. En 1871, après la guerre franco-allemande, Bismarck a compris que pour survivre, l'Empire allemand devait faire profil bas et a en conséquence axé sa politique sur la protection de l'Empire au cœur de l'Europe. Pour cela, il fallait isoler la France. Il fallait l'isoler politiquement. Ce n'était pas difficile, car au XIXe siècle, la France était considérée comme le foyer de la Révolution, alors que les autres puissances européennes étaient des monarchies relativement conservatrices, pour qui la Révolution était une véritable bête noire. En 1890, les successeurs de Bismarck changent de cap. Ils décident de se donner les moyens de transformer l'Allemagne, alors simple puissance continentale, en grande puissance mondiale. En substance, cela signifiait, et je vous livre là une version raccourcie, dominer tout le continent dans un premier temps, puis devenir une puissance mondiale, et peut-être même dominer le monde un jour. C'est ainsi que la politique et les intentions de Bismarck ont été complètement déformées. Cette montée en puissance du Deuxième Reich inquiète les Britanniques et amène Russes et Français à signer un accord ratifié en 1894. Cette alliance inattendue, diplomatique et militaire, s'appuie également sur les investissements des rentiers français. L'emprunt russe, les mines russes, les chemins de fer russes sont le nouvel Eldorado de l'épargne républicaine. Et la visite du tsar Nicolas II à Paris en 1896 connaît un immense succès populaire. Alliance franco-russe, entente cordiale franco-britannique, accord anglo-russe signé en 1907 marque une recomposition des grandes alliances.
La politique étrangère russe est très complexe parce qu'il y a de nombreux facteurs. La Russie est bien sûr une alliée de la France, mais en même temps, il n'y a pas de problème direct, on peut dire, entre l'Allemagne et la Russie. Par contre, il y en a entre l'Autriche-Hongrie et la Russie, à cause de la question des Balkans surtout. L'Autriche-Hongrie se trouve au centre de l'Europe, aussi bien sur le plan géographique que sur le plan géopolitique. Après leur défaite contre la Prusse en 1866, les Autrichiens ou les Austro-Hongrois se tournent vers le sud-est de l'Europe, vers ce que l'on désignerait aujourd'hui comme l'ouest des Balkans. C'est une sorte de fil rouge jusqu'à la Première Guerre mondiale. Vienne essaie de se rapprocher des petits États de l'Empire ottoman qui ont accédé à l'indépendance. Mais évidemment, elle n'a pas que des amis là-bas. D'autres pays ont des intérêts dans la région. En courtisant les Balkans, Vienne marche clairement sur les plates-bandes des Russes, qui eux aussi veulent asseoir leur influence dans la région. Les Balkans, c'est une péninsule européenne qui, en quelque sorte, a l'accès à la mer chaude. Donc, pour une stratégie russe, les Balkans jouent un rôle important puisque la Russie peut accéder à la mer chaude, à la Méditerranée. De l'autre côté, les Balkans, c'est aussi tout près de Constantinople. Constantinople, c'était un point important, stratégique, où passaient tous les liens entre la mer Noire et la Méditerranée. De l'autre côté, pour une stratégie autrichienne, c'est aussi un lieu où passent toutes les routes continentales vers Constantinople et vers le Proche-Orient. Donc, en quelque sorte, on se trouve au croisement des routes et au croisement des avancées des grandes puissances. Un autre acteur entre en scène pour réclamer sa part, c'est l'Italie. Avant la guerre, l'Italie est encore un pays en voie de développement. Elle est arrivée tardivement à l'unité politique au début des années 1860, après ce qu'on a défini comme étant sa renaissance. Mais à la fin du XIXe siècle, on commence à rêver d'une grande Italie. Une Italie qui doit reconquérir le rôle qu'elle avait au cours des siècles précédents sur la scène internationale. On commence à imaginer une troisième Rome. Après la Rome impériale, qui fut la première Rome, puis la Rome papale, on ressent le besoin de passer à une troisième Rome. L'Italie est une nation prolétaire qui doit évoluer et qui, si elle veut conquérir sa place au soleil, doit prendre de l'espace aux nations plutocratiques devenues riches au sein des pays développés. Pour un petit pays comme l'Italie, cette place au soleil n'est pas facile à gagner. Les seules terres qui lui paraissent légitimes à conquérir sont à prendre soit sur l'Autriche au nord, soit sur les côtes africaines de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, les grandes puissances, France en tête, ne sont pas du tout disposées à lui laisser le moindre espace. Une réaction brutale qui amène les Italiens à revoir leurs alliances. Sa renaissance, l'Italie va la réaliser avec l'aide de la Grande-Bretagne et indirectement avec celle de la France. Mais à partir des années 1880, elle change radicalement de politique étrangère lorsqu'en 1881, un événement traumatise l'opinion publique. La conquête de la Tunisie par la France qui en fait l'une de ses colonies. Car la Tunisie semblait être alors vouée à devenir une colonie italienne. D'abord à cause de sa forte émigration, en particulier sicilienne, vers ce pays, mais ensuite parce qu'au moment où la France conquiert la Tunisie, l'Italie réalise qu'elle est faible et isolée sur la scène internationale. Ce n'est donc pas un hasard si en 1882, elle conclut une triple alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Deux blocs, deux systèmes d'alliance sont maintenant face à face.
Même s'il ne s'agit pas d'accords qui les engagent totalement sur le plan militaire, ils s'inscrivent dans une réalité géostratégique très nette. Les empires centraux, Allemagne, Autriche-Hongrie et Royaume d'Italie, regroupés au sein de la Triplice, et de part et d'autre de cet ensemble, la triple entente qui compte la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Cette redéfinition des grandes alliances, à laquelle il convient d'ajouter de nombreux accords secrets avec des partenaires de second rang, bouleverse à son tour les liens qui unissaient certains États entre eux. Ainsi, l'Empire ottoman, menacé au nord par les Russes et au sud par les Britanniques, se rapproche des Allemands. La Grande-Bretagne et la France étaient deux alliés classiques, traditionnels de la Sublime Porte, mais vers la fin du XIXe siècle, le rapprochement entre la Grande-Bretagne et la France, d'une part, et l'Empire russe, de l'autre côté, était vraiment une menace pour la politique étrangère traditionnelle, séculaire de la Sublime Porte. Et c'est pour ça qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, il y avait un rapprochement entre l'Empire allemand et l'Empire ottoman. Et en grande partie, c'était un rapprochement contre l'expansionnisme russe au nord de la mer Noire. Avec l'effondrement intérieur progressif de l'Empire ottoman, les différentes nations européennes, balkaniques, qui étaient soumises à Constantinople, accèdent progressivement à l'autonomie puis à l'indépendance. C'est la Grèce autour de 1830, et puis les principautés de Moldavie et de Valachie, puis la Bulgarie, puis la Serbie auparavant. Donc ces différentes nationalités constituent progressivement des États souverains. Mais dans ces Balkans, l'enchevêtrement des populations est tel qu'il est pratiquement impossible de s'entendre sur le tracé des frontières. Sur quels critères seront-elles définies? Linguistiques, religieux ou historiques? Chacun des protagonistes s'emploie à accumuler les preuves d'antériorité historique, à réécrire un roman national accréditant ses revendications. Du fait de l'imbrication extrême des différentes communautés, des différentes populations sur ce territoire, somme toute exigu, des Balkans, chaque nouvelle nation en cours de constitution et en cours d'agrandissement progressif revendique des territoires. Et l'exemple presque caricatural est celui de la Macédoine. Si on prend les recensements d'avant 1914 en Serbie, en Bulgarie et en Grèce, pour les Serbes, il y a une majorité de Serbes en Macédoine. Pour les Grecs, il y a une majorité de Grecs en Macédoine. Pour les Bulgares, il y a une majorité de Bulgares en Macédoine. Et si on totalise, si on compare ces trois recensements, il y a plus d'habitants en Macédoine qu'il y a d'habitants en Macédoine. Pour apaiser les tensions, les grandes puissances s'accordent implicitement pour promettre quelques compensations à chacun des nouveaux États. Chacun essaye d'avancer ses pions dans un territoire qui n'est pas le cœur économique de l'Europe, bien entendu, mais qui pourrait devenir un territoire dangereux si les équilibres étaient par trop modifiés. C'est pour ça qu'on essaie de contrôler l'agonie de l'Empire ottoman et on essaie que les pays qui se construisent sur ces ruines se neutralisent les uns les autres. C'est dans ce contexte que l'Italie a les mains libres pour s'emparer en 1911 des provinces ottomanes de Tripolitaine, de Cyrénaïque et du Fezzan. Combinant l'action de la marine, de l'aviation et de l'infanterie, grande première tactique à l'époque, les Italiens viennent difficilement à bout des maigres troupes turques en octobre 1912. Cette victoire a pour effet immédiat d'aiguiser les appétits et les rivalités des jeunes États des Balkans pour dépecer les restes de l'Empire ottoman. Il y avait un état de désordre et un terrain fertile pour un réglage des comptes entre les États-nations et l'Empire ottoman. Alors, la première guerre balkanique a éclaté en octobre 1912 par une action de l'armée monténégrine à laquelle se sont bientôt ajoutées les armées serbes, bulgares et grecques. C'est le petit Monténégro qui déclare la guerre le premier
à la Turquie. On pourrait même y voir un affront supplémentaire fait à la Turquie. C'est le plus petit qui se permet d'attaquer l'Empire ottoman, montrant que l'Empire ottoman ne fait plus peur à grand monde. Alors, pendant les premiers mois, ces pays coalisés vont obtenir de nombreux succès contre les Turcs, même si les Turcs se défendent honorablement. Et cette guerre est intéressante parce qu'elle préfigure déjà la Première Guerre mondiale, puisqu'on va avoir des sièges de villes qui vont être entourés de tranchées. On va les bombarder avec de l'artillerie lourde, donc cela annonce qu'on verra quelques années plus tard, et aussi préfigure même la Deuxième Guerre mondiale par le fait qu'elle se caractérise par des exactions très nombreuses contre les civils, chacun en gros massacrant ceux qui ne sont pas de sa nationalité. Les guerres balkaniques de 1912-1913 peuvent être considérées à bien des égards comme une répétition générale de la Première Guerre mondiale. Elles ont été une répétition générale d'une part parce que, même si celles que l'on appelle les grandes puissances européennes ne se sont pas battues directement, elles avaient leurs champions. Voilà, la France soutenait la Serbie, l'Allemagne soutenait l'Empire ottoman. Et d'autre part, les guerres balkaniques ont également servi à tester sur le terrain de l'armement moderne que l'on retrouvera durant la Première Guerre mondiale. Les Français envoyaient leurs canons Creusot, les Allemands envoyaient leurs canons Krupp. Donc, en quelque sorte, il y avait aussi pour les Européens un essai de la technologie. On voyait comment tirait le canon français, comment tirait le canon allemand, et on prenait la position selon le camp auquel on appartenait. Les Turcs finissent par demander la paix, et c'est alors que l'un des vainqueurs, la Bulgarie, estime avoir été mal servie par le traité et qu'elle aurait mérité davantage de territoire. C'est alors que le roi de Bulgarie, Ferdinand Ier, décide d'attaquer ses anciens alliés, la Grèce et la Serbie principalement. Les Turcs s'allient à la Grèce et la Serbie contre la Bulgarie, donc s'allient avec une partie de leurs ennemis de la veille contre la Bulgarie. Et la Roumanie intervient comme ouvrier de la 25e heure et attaque la Bulgarie par le nord, tandis qu'elle est déjà aux prises avec ses trois autres adversaires sur les autres fronts. Donc les Bulgares sont vaincus et ils signent le traité de Bucarest en août 1913. La Grande Bulgarie, qui avait été créée quelques mois plus tôt, est en partie dépecée et se servent les voisins, serbes, grecs, roumains et même les Turcs, qui sont tout heureux de récupérer une petite partie de la Thrace qu'ils avaient perdue quelques semaines auparavant. Une fois de plus, l'Empire ottoman sauve Constantinople, qui n'a pas été prise par les Bulgares, et les grandes puissances préfèrent voir les Turcs à Constantinople plutôt que les Bulgares, ou pire encore, les Russes, et se satisfont de cette situation. Loin d'apaiser les rancœurs et de satisfaire aux revendications de chacun des petits États balkaniques, les derniers découpages territoriaux n'ont fait qu'attiser les vieilles haines et favoriser les mouvements ultranationalistes. Le soutien plus ou moins déguisé des voisins austro-hongrois et russes à leurs protégés bulgares, serbes, grecs ou albanais aggrave la situation et bientôt les journalistes n'hésitent plus à parler de la poudrière des Balkans. C'est dans un tel contexte qu'en juin 1914, l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, décide d'assister à des manœuvres militaires en Bosnie-Herzégovine, province ottomane rattachée à la couronne autrichienne depuis seulement 1908. L'annexion pure et simple de cette région est violemment contestée par les Serbes qui la revendiquent comme terre slave, peuplée en majorité de Slaves. Le 28 juin, à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, un groupe de nationalistes bosniaques, manipulés par les services secrets serbes, assassine François Ferdinand et son épouse. Pour l'Autriche-Hongrie, l'heure est venue de punir la petite Serbie et de mettre un terme
à ses prétentions. Cependant, au sein du gouvernement austro-hongrois et à la cour, tous ne sont pas favorables à une intervention car les risques d'embrasement général sont bien réels. Finalement, le 23 juillet 1914, après des semaines d'hésitation et de consultations diplomatiques, comptant toujours sur l'appui sans faille de l'Allemagne, les autorités austro-hongroises envoient un ultimatum aux conditions particulièrement inacceptables aux Serbes. Ceux-ci, poussés, encouragés par des Russes qui ne veulent plus perdre la face sur la scène internationale, le rejettent. La guerre est-elle devenue inévitable ? Le concert européen a réussi à absorber les crises coloniales extrêmement graves de 1905 de 1911. Le concert européen, mine de rien, a absorbé les guerres balkaniques puisqu'elles n'ont pas dégénéré. Donc pourquoi le concert européen ne fonctionnerait-il pas durant l'été 1914 ? Il y a donc une vraie foi collective dans la puissance, l'efficacité des conversations diplomatiques entre les grandes nations. Ce qui n'empêche pas, dans le même temps, et très légitimement d'ailleurs, les différents états-majors de travailler dans l'hypothèse où les négociations ne permettraient pas de résoudre la crise. Et l'état-major français travaille comme les états-majors italiens, comme l'état-major russe. Et au sein de chaque pays, ce qu'on appelle aujourd'hui les colombes et les faucons, hein, au sein de chaque pays se dessinent deux tendances, une qui est plus va-t-en-guerre et une qui est plus sur la réserve. L'escalade entre l'Empire austro-hongrois et la Serbie enferme les gouvernements européens dans un piège mortel. Soit, pris en otage par les traités d'alliance, ils respectent leurs clauses d'assistance militaire mutuelle et se font la guerre pour un enjeu, somme toute, mineur, soit ils transigent, mais au risque d'affaiblir leur position internationale et surtout de mettre en péril la mobilisation de leurs armées. Cet état d'esprit du continent européen à la fin du XIXe siècle, je parle ici du grand XIXe siècle, celui qui prend fin en 1914, c'est celui de pays pour qui la guerre est un état normal. Ce qui est exceptionnel, c'est la paix. La société du début du XXe siècle est une société très militariste dans son esprit. Et chaque homme est passé par l'armée, 2 ans à une époque, pendant 3 ans juste avant-guerre. Et ça forme véritablement les esprits à l'idée que la guerre est une possibilité, voire même une solution, quand il n'y en a pas d'autre. Et je crois que c'est ce qui se passe en 1914, cette idée qu'il n'y a pas d'autre solution après tout que la guerre, et que ça permettra aussi de redistribuer les cartes. Cependant, au sein de la Triple Entente comme de la Triplice, d'ultimes initiatives sont menées pour essayer d'offrir une sortie de crise honorable aux Austro-Hongrois et aux Serbes. De leur côté, les grandes organisations internationales, liées aux mouvements syndicalistes et socialistes, rêvent encore, à l'image de Jean Jaurès, d'arrêter la marche à la guerre. Mais leurs appels à la paix restent inaudibles, face aux voix de plus en plus nombreuses qui, dans chaque camp, y compris dans les rangs socialistes, exigent de prendre les armes au nom de la patrie en danger. Personne n'écoutera davantage ceux qui, depuis la guerre russo-japonaise et celle des Balkans, annoncent que les conflits à venir seront désormais terriblement meurtriers. Finalement, le 28 juillet 1914, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. Il faut que je dise d'une façon charmante que les Bulgares se sont conduits comme de vulgaires salauds, Nick. Ah, cette question bulgare, elle est vulgairement embêtante. Quelle Macédoine! Du reste, vous allez voir. C'est une question bizarre qui se cache, que la question bulgare à Sofia, avec le vieux Pacha Salonique à qui l'on sèche, et l'Herzégovine et la Bosnie. Vous voyez comme c'est encore difficile à articuler cette affaire-là. Enfin, c'est clair comme du jus de pipe ce qui se passe. C'est l'Autriche qui chipe la Bosnie.
Mais l'Allemagne dit, y a par là la Serbie qui va se fâcher pour l'air de continuer la Bosnie.